Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Dès qu'il est lancé corde fanette, on la boit. Il saignait par les oreilles, il vomissait du sang, il saignait par les narines. Une piste de 8 km sépare le village d'Ngoron-Kroan du bitume de Grand Laou. Non électrifiée, cette voie plongée dans l'obscurité est aujourd'hui redoutée des habitants au point d'être surnommée le couloir de la mort. Jean-Luc, 30 ans, fils dévoué, pilier familial, travailleur acharné, y a trouvé la mort dans des circonstances d'une rare sauvagerie. Entre témoignages poignants de survivants et les cris déchirants d'une mère qui pressentait le drame, Focus Faits divers vous plonge au cœur d'une affaire où la terre de l'EVA, censée nourrir les hommes, a fini par s'abreuver de leur sang. Depuis 2016, les larmes ne semblent jamais avoir séché sur les joues de la veuve Eugénie. La mort brutale du père, survenue sur un lit d'hôpital, avait déjà jeté un voile noir sur la fratrie. Jean-Luc était devenu, avec son frère Claude, le rempart contre la misère. À la maison, ce sont eux-mêmes qui me soutiennent dans toutes les situations. Même si je suis couché dedans, il vient se coucher, on dirait que c'est mon bébé. Sa vie était un combat de chaque instant. 3 échecs au baccalauréat, une santé fragile que l'on disait spirituelle, et pourtant une volonté de faire pour entreprendre, pour créer un lavage de moto, pour cultiver un champ d'arachides. Sur la route qui mène au goudron de Grand Laou, l'obscurité est un piège. Là où les lampadaires restent éteints faute d'électrification, des malfrats règnent en maître. Leur mode opératoire est d'une sauvagerie inouïe. Il y a d'autres dames, il faut ralentir un peu. Les malfrats, ils ont l'habitude de se cacher derrière le palmier qui est là. Quand les gens freinent à côté du dos d'âne, les gens surgissent devant eux. Avec un gourdin à la main, c'est-à-dire un bois, pour venir les limer. Ce ne sont pas des armes à feu qu'ils portent, mais de longs bois d'EVA, lourds et tranchants. Chaque habitant vit avec cette peur au ventre, celle de croiser le bois qui sort de nulle part. Janvier 2026, 19h10. Serge et Fréjus reviennent de la ville quand soudain... À 100 mètres, j'ai lancé le corde fanette. Dès que j'ai lancé le corde fanette, on la boit. Et je me suis abaissé un peu et le bois a glissé ici et ça a tapé, c'est tombé au milieu de moi et puis mon frère. Comme j'étais sur direction, donc lui, il est tombé par derrière. Et quand il est tombé, je suis allé un peu juste devant pour pouvoir garer. Moi, j'avais déjà envoyé la moto au campement, mais j'étais déjà touché vers ici. Parce que quand ça a tapé ici, c'était ici. Mais le bois avait un coin comme ça là. Et c'est là que ça a piqué le casse. Moi étant derrière lui, je suis tombé. C'est-à-dire le coup l'a frôlé et ça m'a limé au niveau de mon front. Et je suis tombé. Quand je suis tombé, je me suis relevé un coup pour aller remonter derrière. J'ai compris que lui, il gonflait la moto. Donc il m'a laissé. Donc j'ai couru à 10 mètres et j'ai vu que je ne pouvais pas le rattraper. Donc il me suis arrêté. Au moins, il me rend compte, j'entends derrière moi un bruit. Je jette un coup d'œil, je vois qu'il y a quelqu'un derrière moi qui avait bois, qui a voulu me taponner. J'ai couru à quelques centimètres, quelques mètres. À ma grande surprise, je vois qu'il est avec moi encore. Sentant ses forces l'abandonner et le souffle court, Fréjus stoppa brusquement sa course pour faire face à la silhouette qui le traquait inlassablement. Dans un ultime réflexe de survie, il esquiva l'assaut de justesse, déclenchant une lutte désespérée pour la vie dans laquelle il prend le dessus, mettant son agresseur en déroute. Jeudi 27 mars 2026, une pluie fine et persistante noyait déjà les pistes de la Palmeraie, transformant le trajet ordinaire de ce ressortissant d'Azagny en un véritable guet-apens. Alors qu'il rentrait de Grand Laou, chargé de vivre pour sa famille, le vrombissement de sa moto a été soudainement brisé par l'horreur. Au détour de cette petite maison verte, le silence de la pluie a laissé place au craquement des eaux et aux cris de terreur. Je suis passé avant qu'il n'arrive. À mon passage,
Ils m'ont attaqué avec le bois. Mais par la grâce de Dieu, pour moi, n'a pas été grave. C'est de longs bois. Au moins un bois de 3 à 2 mètres et demi. Et puis ils viennent t'ensommer comme genre un chien enragé. Voilà. Donc dès qu'il est sorti, je l'ai vu et puis il a lancé, il a baissé ma tête. Ça a pris le milieu de casse. D'ici, je voulais arranger pour avancer. J'ai vu qu'ils arrivaient. J'ai continué mon chemin. Pendant ce temps, à Ngorongoro, Johnny est envahi par un étrange pressentiment, ce besoin irrépressible de revoir son fils Jean-Luc. Elle ignore encore que le destin ne lui en laissera jamais le temps. Sur le chemin du retour de Grand Laou, Jean-Luc entreprend ce qui sera son dernier voyage. On m'a dit, on n'a plus d'erreur. Je vois le bois sur le bois derrière nous. Des avions, il n'y en a plus que des côté gauche comme ça. Je vois que je ne peux plus faire demi-tour. C'est moi qui étais en volant derrière moi. Il m'a abaissé comme ça là. Un coup, je vois mon frère à son tête venir taper mon dos. Donc s'il a doublé, ouais, il n'a pas fait, il a tombé comme ça. Sorti dans le caniveau là pour venir sur la route, je vais regarder mon frère. Si il est en train de se défendre dans Pamela là ou bien c'est quoi? Je vois le bois là encore. Je me suis démarré encore là maintenant. Là, je suis parti au moins 200 mètres. Paralysé par l'incertitude et la violence d'un second projectile ayant lacéré ses bagages, Barthélemy s'est résolu à s'immobiliser dans l'obscurité. Le cœur battant pendant 10 minutes d'une attente interminable. Ce n'est qu'avec l'arrivée providentielle de 2 autres motards que Barthélemy a trouvé le courage de retourner sur les lieux du crime, n'y découvrant que les débris du tableau de bord et des casques abandonnés sur la piste. Le casque a été retrouvé là, dans ces endroits-là. Donc on suppose que c'est là qu'il a été limé. Je n'ai pas le trouvé. On a appelé son numéro, ça sonne, ça ne décroche pas. On arrive, c'est arrivé au goudron, il ne va plus m'arrêter. C'est le frère de Jean-Luc qui nous a dit oui. Ils ont mené à l'hôpital dans Tricycle. Il est arrivé là-bas, il n'a pas trouvé quelqu'un à côté de mon frère. Il est couché dans l'hôpital, lui seul. Il dit, oh, Jean-Luc, à la où on est venu, tu veux mourir dans ma main comme ça. Il m'a dit, hé Barthélemy, il faut te patienter, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir 3 fois. Il dit, quoi? C'est là qu'il a commencé à pleurer dans l'hôpital là. Il a attrapé ses yeux là comme ça. Quand il a levé sa main là comme ça là, mon frère, ses yeux ça l'a déjà fermé. Il a commencé à me donner l'ordonnance. Sa tête qu'il avait, la forme qu'il a eue faisait 2 fois la forme. Il saignait par les oreilles. Il vomissait du sang, il saignait par les narines. Tout était enflé. Même son corps même, on n'a pas voulu filmer pour une intimité familiale. Quand on est venu l'enterrer, on pouvait filmer parce que sa tête avait grossi. Si Jean-Luc s'en sortait là, il se pourrait qu'il n'entende plus. Il se pourrait qu'il ait des troubles de mémoire. Dans le village, sa mère Eugénie, affaiblie par le palu, prie sans relâche. Mais à 5 heures du matin, le verdict tombe chez le chef de village. Jean-Luc est parti, laissant derrière lui une compagne, Marie-Paul, et un enfant, désormais sans père. J'ai entendu crier, les gens venaient crier Kofi, maman de Kofi, on dit Kofi est décédé, taper porte la salle, je me suis levé, j'ai dit quoi? Mon fils n'est pas décédé. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a touché. En tout cas, ça m'a blessé. Où je suis là, il ne sait même pas où, comment moi je suis. L'enfant, je le viens un peu longtemps, j'ai envie de le voir. Me voici assis là. J'ai commencé à crier jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas vu Kofi. On envoie ces cadavres de Kofi, m'ont envoyé. Je dis, je ne sais pas où on a fait. On ne va plus le voir. C'est lui qui faisait tout. Il était tout. En tout cas, il était tout pour moi. Pour moi et mon enfant. La colère a fini par exploser. À l'annonce du décès, la révolte a gagné Belleville, Azagny et Bruno-Cros. Le corridor de police a été pris pour cible par une population excédée de voir ses enfants abattus comme des chiens enragés sans que la sécurité ne change. Oh là là, on était choqués. On était choqués et même, je ne dirais pas le village, parce que les villages environnants étaient venus nous soutenir. À cause de ça, l'hangar des policiers, ils s'asseyaient pour faire le corridor. En tout cas, ça a été détruit. Parce que tout le monde était en colère. En tout cas, tout le monde était blessé. Pendant que le village enterrait son fils, un suspect a été capturé après une lutte acharnée dans les palmiers. Une arrestation qui ne ramènera pas Jean-Luc, mais qui nourrit l'exigence d'une zone enfin sécurisée. Les témoignages de Barthélemy et Serge rejoignent une macabre comptabilité de 50 blessés et 6 morts.
Les autorités sécuritaires disent n'avoir connaissance d'un seul cas, celui de Jean-Luc. Elles dénoncent un manque de collaboration de ces populations prises au piège de ces agresseurs invisibles. Le trajet de 8 km entre Grand Laou et Ngoronkro 1 est un coupe-gorge. Ces agressions laissent des traumatismes des sourds et des handicapés. Le village refuse d'accepter l'argument selon lequel il ne faut pas circuler la nuit. La colère gronde le plus fort dans le cœur des habitants. Une colère dirigée contre ce que les populations caractérisent d'inaction des autorités. Que les autorités compétentes agissent encore plus bien en aidant le préfet et le sous-préfet pour que nous soyons beaucoup sécurisés. Parce que pour une distance de 8 km où il n'y a même pas de campement au milieu, c'est très dangereux d'ailleurs. Où les femmes qui traversent à midi par exemple, elles vont à pied à Laou. Regardez la longueur de la Palmeraie. La Palmeraie fait 1604 hectares. Ce n'est pas éclairé, pas du tout. Souvent, on ne fait pas exprès de venir la nuit. Mais souvent, on quitte d'un voyage, on arrive où tu dois forcément rentrer. Tu n'as pas un coin où peut-être loger. Ça va jusqu'à Nguessankoro que les gens circulent. Tout le monde n'a pas un toit où abriter. Mais tu viens d'un voyage. Ou soit l'hôpital qui est ici, il y a un cas de maladie. La nuit, on te dit, il faut aller à Laou. Dans ce cas, tu fais comment? La mort de Jean-Luc est un drame de trop, une communauté épuisée par la peur et l'insécurité. Derrière les pleurs et la colère, une même exigence résonne, que justice soit enfin rendue. Une plainte contre X a été déposée. Mais une question continue de hanter les esprits. Jean-Luc a-t-il été victime d'une simple agression ou d'un acte commis avec l'intention de tuer? Malgré l'interpellation d'un suspect pendant les funérailles, le sentiment d'abandon demeure. Aujourd'hui, sa famille ne réclame pas seulement de quoi survivre. Elle demande que plus jamais cette route ne vienne briser des vies et voler des avenirs. Bonsoir.